Bonjour et bienvenue dans Sagesse bouddhiste. Avec un cri d'alerte ce dimanche, au secours, la Terre est en danger. C'est un thème certes dans l'air du temps. Tout le monde parle du réchauffement climatique, de la pollution. Le prix Nobel de la paix a d'ailleurs été attribué à un politicien écologiste, Al Gore. Mais les choses bougent encore très lentement. Une prise de conscience a beau avoir lieu, à un niveau individuel comme à un niveau collectif, les indicateurs restent mauvais. Pourtant, il y a des solutions à trouver en chacun d'entre nous. Les valeurs du bouddhisme, depuis toujours, prennent en compte la nature. Et aujourd'hui, on pourrait dire que les pratiquants bouddhistes ont une longueur d'avance sur le sujet de l'écologie. La protection de la nature fait partie du dharma. Avec nos deux invités, Lama Denis et Pierre Rabhi, nous allons voir comment contribuer à faire avancer l'écologie contemporaine. Lama Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes président honoraire de l'Union bouddhiste européenne, le supérieur du Sangha Rimé, dont la maison mère est Karmaling en Savoie, et vous avez créé plusieurs rendez-vous interreligieux sur l'écologie. Vous sensibilisez les pratiquants aux problèmes de la nature et avez créé un écosite, on verra ce que c'est. Pierre Rabhi, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, penseur et militant en faveur de la nature depuis plus de 40 ans. Vous êtes l'un des pionniers de l'agriculture biologique et avez lancé très récemment le mouvement de terre et humanisme pour appeler au changement de mentalité vis-à-vis de notre terre nourricière. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons voir un rapide reportage sur les maux dont souffre aujourd'hui la planète. La Terre malade de ses habitants. Émissions de gaz à effet de serre, déforestation, pollution des mers, épuisement des énergies fossiles, les causes des blessures sont multiples et produisent des catastrophes, certaines plus visibles que d'autres, comme les marées noires auxquelles n'échappe aucune mer au monde. Souillée et agressée par des gaz autrement plus toxiques que le pétrole brut, l'atmosphère est en train de se réchauffer. De façon inexorable, les glaciers fondent, entraînant une élévation du niveau de la mer, tandis que le climat change beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait cru. Des signes de destruction parfaitement recensés. Oui, l'humanité a bien pris conscience qu'elle dévastait la planète et cherche depuis les années 1980 à enrayer le mouvement. Ainsi, tous les pays, les riches comme les pauvres, se retrouvent périodiquement. 15 ans après le sommet de Rio, 5 ans après celui de Johannesburg, près de 190 pays se sont encore réunis à Bali en décembre dernier. Mais les intérêts divergent entre bonnes intentions pour les uns, besoin de sortir de la pauvreté pour les autres et envie de progresser toujours plus pour d'autres encore. Pourtant, pour préserver le vivant, les solutions existent et la communauté internationale a déjà su s'organiser en urgence pour sauver la couche d'ozone. Mais malgré la décision rapide d'arrêter les gaz CFC, l'ozone ne retrouvera qu'en 2060 son niveau de 1980. Voilà, les choses sont plutôt alarmantes. Pierre Rabhi, pourquoi, à votre avis, les hommes se sont-ils éloignés de la nature ? Je crois que c'est un fait de civilisation. Disons que avant, disons la révolution industrielle, les hommes, bon an, mal an, étaient quand même proches de la nature puisqu'ils en tiraient directement leur subsistance. En agriculture, en pastoralisme, enfin toutes sortes d'activités humaines qui les mettaient en rapport permanent. Avec l'industrialisation, évidemment, on est passé à un autre paradigme, c'est-à-dire qu'on a en fait inversé le cours de l'histoire. On est allé exhumer des matières mortes comme le pétrole, les minerais, etc. Et on a fondé ce qu'on pourrait appeler d'une façon assez synthétique la civilisation de la combustion. Cette civilisation de la combustion a amené évidemment, la fameuse industrialisation a fait que des populations entières se sont concentrées sur des pôles industriels et on a créé une sorte de hors-sol, il faut le reconnaître, appliqué à l'humain. Et à partir du moment où l'être humain est confiné dans ce hors-sol et dans cet univers minéral, il est évidemment de plus en plus déconnecté de la nature en tant que fondement de la vie et continuité et phénomène continu. Alors je pense qu'il y a une grande ignorance maintenant de l'écologie, parce que l'écologie ne devrait pas être enseignée, puisque ça devrait être la base même de la connaissance. Et quand on en fait simplement un paramètre, c'est une erreur. L'écologie est fondamentalement représente les lois de la vie de tout le monde, de tout un chacun, que l'on soit politicien ou que l'on soit n'importe qui. Donc cet éloignement fait qu'il n'y a plus cette connexion, et ce qui fait qu'il y a, n'ayant pas cette connexion, il n'y a pas compréhension.
Et évidemment, on a transgressé et aujourd'hui, on est face aux problèmes qui ont été exposés. Est-ce que la Madani, est-ce que le bouddhisme peut quelque chose pour l'écologie? Est-ce qu'il est intrinsèquement lié à l'écologie? La tradition du Bouddha est fondée sur l'intelligence de l'harmonie et la pratique de l'harmonie. L'harmonie étant l'intelligence de l'interdépendance et une action de non-violence, ce que connaissent bien tous les bouddhistes. Et l'harmonie se vit avec soi, se vit avec les autres, avec notre environnement. Donc cette harmonie de non-violence dans l'intelligence de l'interdépendance est au cœur de la tradition du Bouddha, elle l'a toujours été, et c'est de vivre celle-ci qui peut nous ramener à nous reconnecter à la nature, à notre nature. Notre nature et la nature ne sont pas différents, et dépasser cette civilisation de la combustion dont à l'instant Pierre Rabhi parlait très bien, et réenchanter la nature, retrouver ce lien connaturel et sortir de cette bulle mentale, de cette bulle égoïste qui nous fait nous comporter en consommateurs, consuméristes, qui nous fait brûler. Et il est une maxime bien connue de l'apprentissage spirituel dans le Dharma qui dit tous les problèmes se ramènent à un seul, c'est-à-dire à l'égoïsme qui nous fait dans le pouvoir avoir cette attitude prédatrice, vampiriste. Et la tradition du Bouddha est un remède pour dépasser cet égoïsme destructeur. Dans la tradition bouddhiste, on prend parfois une image, celle de la graine, donc une image végétale justement, qui met en relation l'homme et la nature. La graine, effectivement, est notre potentiel d'éveil que l'on peut cultiver, qu'il s'agit de le dévoiler. Et la nature est déjà là, saine, et il s'agit de nous reconnecter à notre santé fondamentale, à notre bonté fondamentale. Cette image de la graine est aussi très pertinente au sens où l'on récolte ce que l'on sème. Et on ne récolte rien qui ne fût semé. C'est l'intelligence du karma, de la causalité. Et aujourd'hui, nous avons malheureusement semé de mauvaises graines, nous avons détruit, nous avons pollué, et il s'agit urgemment maintenant de pouvoir contrecarrer et semer des graines positives, semer de bonnes graines et les cultiver. Vous, Pierre Rabhi, dans l'un de vos livres, Conscience et développement, vous parlez du lien étymologique, enfin, qu'on pourrait recréer entre l'homme, l'humain, et l'humus. Oui. Là aussi, il y a un lien très fort entre la terre et les hommes, finalement. Tout à fait. L'humus, c'est à la fois une matière. C'est une matière qui est issue des résidus qui ont subi une transformation pour redonner élan à la vie. C'est ce qu'on voit dans les forêts. Les forêts, les résidus se transforment et transforment en humus. Et cet humus, quand il est entraîné dans la terre, donne la terre nourricière, c'est-à-dire en agronomie ce qu'on appelle le fameux complexe argilo-humique, c'est la combinaison de l'humus et de l'argile ou d'un substrat minéral qui donne la fécondité. Et au-delà, disons, donc il a un effet qu'on pourrait dire physique, biologique, mais symboliquement aussi, c'est étymologiquement humus, humanité, humilité, humidité, c'est la même chose. C'est en même temps cet aspect humilité qui est de l'ordre symbolique nous rappelle que l'humus est fait de déchets, mais que ces déchets, une fois transformés par une alchimie particulière, qui sont des techniques qu'on peut appeler compostage ou autre, aboutit à redonner une matière qui relance la vie et reproduit la vie. Alors ça, ce n'est pas simplement une métaphore, parce que j'ai expérimenté ça dans les terres les plus arides du Sahel, où j'ai beaucoup travaillé. Et ces terres arides du Sahel, quand on leur apporte de l'humus, c'est-à-dire ces détritus transformés, ça les ensemence. C'est-à-dire que ça leur amène des bactéries, des micro-organismes, des ferments, des levures, etc. Et ça réensemence la terre nourricière qui est stérile. Et ça redonne la vie.
Est-ce que pour se soucier de la nature, Lama Denis, il faut entreprendre une démarche spirituelle? Oui, tout dépend de ce que l'on appelle une démarche spirituelle, mais s'il s'agit de sortir de la bulle, du cocon, de l'ego, de ses projections, du cocon mental, humain, rien qu'humain, dans lequel nous nous sommes enfermés, dans ce sens-là, certainement. Et c'est le propre de la pratique méditative ou contemplative que de laisser le mental se saisir, s'apaiser. Dans ce sens-là, il y a une démarche que l'on peut dire spirituelle, oui. Est-ce qu'auparavant, il n'y avait pas une spontanéité? L'homme était forcément tourné vers la nature puisqu'il en avait besoin. Oui, on parle dans le passé, mais il existe encore des peuplades qui sont dans cette attitude aujourd'hui sur la planète. Des peuplades qui considèrent la Terre comme une terre-mère et qui ne la considèrent pas comme une propriété. C'est-à-dire là où il y a eu, si vous voulez, une rupture, c'est à partir du moment où l'être humain ne se reconnaissait plus comme faisant partie de cet ordre-là, et comme une des expressions de cet ordre-là, une des créations de cet ordre-là, et où il a prétendu qu'il fallait qu'il impose ou qu'il applique à cet ordre-là son bon vouloir. Et à partir de ce moment-là, on pourrait dire que c'est le début de la naissance où l'être humain veut ordonner le monde à sa convenance, sans tenir compte des lois fondamentales qui ont disons, présidé à cet ordre-là. Qu'est-ce qui fait que les choses avancent très peu, voire ne bougent pas, Lama Denis, malgré les appels, malgré toutes sortes d'événements qui sont organisés par vous-même, par d'autres, internationaux? On a le sentiment que la communauté, les communautés restent un peu immobiles. Tout le monde est sensibilisé au problème. Ce que vous montriez au début en était un bon rappel. Les solutions existent, elles sont connues, mais peu ou rien, très peu se fait pratiquement. Alors c'est la résistance par rapport au changement qui serait nécessaire. Le changement nécessaire, il faudrait que nous changions de mode de vie, et c'est bien cela qui est difficile, que nous changions notre mode d'alimentation, notre mode d'habitation, nos modes de déplacement, nos modes de loisirs, dans une évolution, une simplification. C'est très difficile, le changement. Revenir et redécouvrir ce qu'on peut appeler une simplicité volontaire, le bonheur de la simplicité ou d'une modération délibérée. Mais c'est très difficile. Alors, ça nécessite que nous changions de mode de pensée, de mentalité, et que nous transformions notre égoïsme. C'est ce que le Bouddha nous enseigne depuis 25 siècles, et chacun sait que ça n'est pas facile. Alors justement, changer de mentalité, changer de comportement, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine dans la deuxième partie de cette émission consacrée à l'écologie et la spiritualité. Donc nous allons vous retrouver, messieurs. Avant de se quitter, voici quelques livres récemment parus sur le sujet. Écologie, spiritualité, La Rencontre, un ouvrage collectif où signe Lama Denis aux éditions Yves Michel. Ce sont les actes du forum qui s'est tenu à l'Institut Karmaling en 2004, réunissant des représentants des différentes religions et traditions premières. Terre-mer, homicide volontaire de notre invité Pierre Rabhi aux éditions Le Navire en pleine ville. Un plaidoyer pour changer de comportement vis-à-vis de notre terre nourricière sous forme de questions-réponses qui peut être lu aussi par des adolescents. Ensemble, sauvons notre planète, un ouvrage collectif aux éditions Guitry Daniel sur les pistes à suivre dans tous les domaines pour préserver l'environnement. Petit monde de la forêt de Pierre Rabhi et de deux photographes aux éditions Les Petites Vagues. Un beau livre sur la beauté donc de la nature toute proche de nous. Et puis Le Dharma et la vie de Lama Denis Thundrup aux éditions Le Relier Poche sur toutes les questions que l'on peut se poser sur le bouddhisme tibétain. Également La Voix du Bouddha de Kalu Rinpoche aux éditions Le Seuil, une anthologie d'enseignement réalisée sous la direction de Lama Denis. Voilà, c'est la fin de cette première partie de cette émission consacrée à l'écologie. Vous pouvez la retrouver sur Internet en cliquant sur Les Chemins de la Foi dans la rubrique Programme de France 2. À la semaine prochaine, très heureux dimanche et merci à tous.